Amis, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce live. Je suis Dr Ismaël Hassani, je suis hépatogastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et ce soir, nous allons parler de la constipation chronique avec Ife, qui est nutritionniste, et Dr Yehousha David, qui est pédiatre. Alors, je veux donc les inviter à nous rejoindre. Fanny, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Docteur David, bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Tu vas bien? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Et ta journée? Ça va. Chargé, mais ça va. Ah oui, j'imagine. Bon, ce soir, on va aller vite et bien. Ok. Yann, docteur Bédi, bonsoir. Ife, bonsoir. Bonsoir, La forme? la pleine forme, c'est toi. Super, Coucou, ça va chat. très bien. Oui, il fait. Bon, je vous laisse vous présenter. Yehousha, vas-y. Ok. Ben, merci déjà pour l'opportunité. C'est la deuxième fois et c'est toujours un plaisir. Moi, je m'appelle Yehousha David. Je suis pédiatre et je travaille à Dakar depuis un an environ que je suis pédiatre. Et c'est un plaisir d'être là avec vous. La pédiatrie, c'est vraiment un rêve d'enfant. Je le fais avec beaucoup, beaucoup de plaisir, même si c'est pas facile tous les jours. Et voilà, il faut que je dise encore d'autres. Merci. Docteur Bédi, on va te bloquer si tu poses des questions ce soir. D'accord, très d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Merci beaucoup. Cyrielle, merci beaucoup. Ah, Malo, merci. Merci beaucoup. Ife, tu te présentes? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir Ismaël, bonsoir Nouveau Chat et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Alors moi, je pense que ça doit être la troisième ou la quatrième fois, je sais plus, je compte plus. Donc je suis Ife quoi aussi, je suis nutritionniste, diététiste. Je produis du contenu sur les plateformes Ife Nutrition où j'éduque à une meilleure alimentation tout simplement. Et ce soir, tu vas tout nous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être constipé? Ah oui, franchement, le sujet de constipation, c'est un sujet quand même important parce que ça vient souvent, on se plaint. J'ai beaucoup de personnes qui se plaignent tout le temps. Je suis constipée, moi je suis quelqu'un, je n'évacue pas bien, je suis tout le temps constipée. Une semaine, 2 semaines sans évacuer, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, ce soir on va discuter à propos de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc c'est quand même un honneur pour moi d'être souvent avec toi parce que les hépatogastro-entérologues, il y en a très peu qui font de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, bravo. Je vois Usha aussi qui produit beaucoup de contenu intéressant, de plus en plus, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, félicitations et puis bon vent à nous, quoi. merci. Merci et bon courage à nous parce que c'est pas facile C'est pas évident. de compter. C'est pas évident. OK. Bon, Ife, oui. Oui. Alors, moi, c'est déjà enfin, une question de tous les jours. Euh, Moi, je te pose la question, Ismaël. Quand on parle de constipation, quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il souffre de constipation? D'abord, qu'est-ce que la constipation et quand est-ce qu'on peut dire qu'on souffre de constipation? Alors, tu as déjà brossé un peu la définition. Constipation, c'est la fréquence des selles inférieure à 3 pas semaine. Donc, inférieure à 3 pas semaine, mais aussi des difficultés d'évacuation. Donc, difficultés d'évacuation, des efforts de poussée, des ceintures, euh, des sensations d'évacuation incomplètes, ou bien des maniotes digitales, c'est-à-dire que la personne a le plaisir de mettre son doigt dans la vis pour pouvoir évacuer. Donc, c'est ça la définition de la constipation. Pour faire plus simple. Maintenant, constipation chronique, ça veut dire que c'est un symptôme qui dure depuis 6 mois. OK. Donc, c'est ça qui fait la chronicité de la constipation. Sinon, constipation, c'est
la fréquence des selles, moins de 3 selles par semaine. Ok, du coup, les personnes qui n'évacuent pas depuis toujours, c'est-à-dire depuis qu'elles sont nées là, aller évacuer là, c'est difficile, c'est genre, si ça arrive que ça commence à être tous les jours, ça devient une inquiétude pour eux, c'est que eux, ils souffrent de constipation chronique du coup, tout le temps. Oui. Ok, d'accord. Mais il y a une définition chez l'adulte, c'est ce que je viens de dire, mais en milieu pédiatrique, la définition est un peu différente. Et Yousha, constipation en milieu pédiatrique, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ce live va être très facile parce que je vais juste copier tes réponses et changer un peu les choses. Alors, chez l'enfant, la seule différence, c'est déjà en termes de la fréquence. On n'a pas un nombre précis comme chez l'adulte inférieur à 3 par semaine. C'est déjà de base une évacuation qui va être difficile, douloureuse, incomplète. Et l'enfant, c'est un individu de 0 à 15 ans. Donc, chez toute personne de 0 à 15 ans. Mais les particularités, c'est que chez l'enfant, au lieu de moins de 3 fois par semaine, on va définir la constipation quand elle est inférieure à 2 fois par semaine, ou bien quand on a un épisode d'incontinence fécale au moins 1 fois par semaine. Quand il y a des antécédents de malposition ou quand l'enfant a des comportements bizarres à chaque fois qu'il veut aller à la selle, ou encore quand l'enfant, on palpe qu'il a des selles dans le ventre, parce qu'il y a des bébés qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas vous exprimer. J'ai du mal à faire caca. Donc, quand le médecin va, par exemple, palper qu'il y a du caca dans le ventre, voilà, on va dire que l'enfant est constipé. Ou encore, quand c'est un enfant qui, dès la naissance, avait eu déjà du retard à émettre des selles et qui, par la suite, développe des difficultés à aller à la selle, on va dire que c'est un enfant qui est constipé chronique. Donc, voilà pour la définition. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je peux une question par rapport à ta définition? Est-ce qu'un enfant de, par exemple, 6 ans, 7 ans, qui a de la difficulté à évacuer, c'est-à-dire les selles sont difficiles, sont dures et n'arrive pas à évacuer, l'enfant évacue 3 fois par semaine et à chaque fois que l'enfant veut évacuer, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut parler dans ces cas-là de constipation chez l'enfant? Oui, d'emblée, on peut déjà parler de constipation parce qu'il ne suffit pas que ce soit régulier, il faut aussi tenir compte de la consistance des selles. Si les selles sont à chaque fois dures, c'est que l'enfant est constipé. Les selles normales doivent être molles, coulées, indolores. D'accord. Parfait. Ok. Alors moi, je vais profiter pour demander une grosse question à Dr Ismaël. Qu'est-ce qui cause les constipations chez l'adulte? Et peut-être que si tu connais chez l'enfant, tu dis. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. En fait, je veux se débarrasser en plus, en fait. Nous, quand on reçoit souvent les enfants, on est un peu stressé. Alors, constipation, cause, je vais dire, il y a deux catégories, si tu veux. Et il y a les causes fonctionnelles et les causes organiques. Donc, fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'atteinte en quelque sorte d'un organe. Ça rentre beaucoup plus dans le cadre des troubles fonctionnels de l'intestin. Donc, c'est souvent associé à des ballonnements et voilà, à des ballonnements, parfois même une alternance de diarrhée et de constipation en fonction de la personne et des douleurs abdominales, mais qui viennent périodiquement. Voilà. Maintenant, il y a après les causes organiques, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui est touché. Et on va citer juste les principales causes, c'est quoi? C'est le cancer du côlon. Cancer colorectal, c'est la principale cause et c'est la hantise déjà. On va peut-être revenir un peu sur ça. Et il y a d'autres maladies également. Il y a des maladies métaboliques, des maladies générales, on dit le diabète, les dysthyroïdies, qui peuvent être responsables également de constipation. Et il y a des maladies neurologiques dans la maladie de Parkinson parfois, ou même des patients qui font des AVC peuvent développer une constipation chronique. Bon, il y a une autre catégorie, disons, c'est lié aux médicaments. Donc, il y a certains médicaments qui sont responsables de constipation chronique.
Donc, c'est notamment les antalgiques comme les opioïdes et les médicaments avec de la codéine, par exemple, ou bien de la morphine. Et il y a aussi certains antidiabétiques oraux qui sont aussi, il y a quelques médicaments, mais des médicaments aussi qu'on peut utiliser anti-épileptiques. Il y a certains médicaments qui peuvent donner de la constipation. Donc, quand vous avez, il faut toujours consulter. Il faut toujours consulter, c'est au médecin de pouvoir identifier la cause et vous prendre en charge. Donc, quand vous remarquez que vous avez de la fréquence des selles qui diminue et que vous avez des selles dues, des difficultés à évacuer, n'hésitez pas à consulter. Le médecin, lui, il pourra poser toutes ces questions, mais n'oubliez pas, parce que parfois aussi, quand on prend des médicaments, on ne dit pas au médecin, quand on a 2 antécédents, on n'a pas le réflexe de le dire. Parfois, le médecin, il peut ne pas vous le demander. Hein. Mais c'est toujours bien de lui rappeler, on m'a dépisté un diabète, et puis je suis sous traitement. Voilà, c'est depuis que j'ai commencé mon traitement que j'ai remarqué que la fréquence des selles a diminué. Donc, ça permettra au médecin, effectivement, de pouvoir avoir plus d'orientation et de pouvoir poser un diagnostic et trouver la cause de la constipation. Et cela, forcément, va participer à une meilleure prise en charge. Parfait. Merci beaucoup, docteur Ismaël. Alors, Usha, c'est quoi les causes de la constipation chez l'enfant? Ok, ben c'est facile, hein? C'est pratiquement les mêmes causes que chez l'adulte. Donc, on a des causes organiques et des causes fonctionnelles. Et chez l'enfant, c'est les causes fonctionnelles qui sont vraiment les plus fréquentes. On a très peu de causes organiques, environ 5% chez l'enfant. Et le docteur Ismaël l'a dit, les causes fonctionnelles, ce sont les causes qui dans le fonctionnement, on va dire, du tube digestif. Et c'est par exemple quand vous mangez trop de chips, quand vous mangez trop de pain et que vous refusez de manger les fruits et légumes comme il fait le dit, à un moment, votre pain va faire la grève. Ou comme tu l'as fait hier. Oui. À un moment, vos intestins vont faire la grève et puis ils vont vous dire, bon, je suis fatigué, fais quelque chose et puis vous allez. Donc, chez l'enfant, on va retrouver donc dans les causes fonctionnelles déjà l'alimentation et en fonction de l'âge, les causes peuvent changer un tout petit peu. Alors, chez le nouveau-né, je tiens juste à préciser, on peut avoir des périodes de fausse constipation, mais en fait, c'est le lait maternel qui est très absorbé et l'enfant produit très peu de sel. Il y a même des fois où l'enfant ne produit pas du tout de sel. Pendant toute une semaine, les parents viennent souvent inquiets aux consultations, mais tant que l'enfant a un bon état général, n'est pas ballonné, est bien portant, prend du poids, c'est pas quelque chose à faut s'inquiéter. Donc, ça s'appelle la constipation au lait de mère, c'est physiologique. Et en dehors de ça, on a aussi les constipations qui viennent dans la période de la planification alimentaire où les parents, à de nouveaux repas, mettent uniquement, par exemple, des céréales, des farines et oublient d'ajouter des légumes, des fruits, pensant que l'enfant va prendre que des bouillies ou des produits à base de céréales. Donc ça, déjà, ça peut donner des constipations parce que l'enfant passe d'une alimentation très fluide à quelque chose qui est costaud avec beaucoup de résidus qui va être difficile à évacuer. Et en dehors de la période de la digestion alimentaire, on a la période d'apprentissage de la propreté où souvent les parents mettent beaucoup de pression à l'enfant. Fais caca dans le pot, fais caca dans le pot, et ça le stresse et il finit par développer une rétention des selles et ça va aboutir après à une constipation. Il y a aussi la période de l'école. L'enfant se retrouve dans un endroit où on connaît personne et on lui dit qu'il faut faire caca dans un endroit où tout le monde va faire caca. C'est un peu... Et ça aussi, ça peut être à l'origine de la constipation. Dans les causes fonctionnelles aussi, on a des causes psychiques, donc le stress, le changement d'environnement. Et chez les adolescentes, on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, juste avant d'avoir les règles, on va avoir un ralentissement de la fréquence des selles et ça va donner une constipation qui est circonstancielle. Et la grosse cause, c'est bien sûr l'alimentation et l'activité physique dans les causes fonctionnelles. Maintenant, dans les causes organiques qui, j'ai dit, sont les plus rares,
on a plein de choses, mais de grosses cases avec les malformations digestives, comme ce qu'on appelle rénaux. Rénaux, ça veut dire que votre intestin peut être réduit, le calibre, et vous avez un calibre tout petit comme ça. Donc, ça va forcément provoquer un ralentissement de la progression des et ça va. On a aussi les malformations rectales de la région anale. Et il y a une maladie qui est qui est plus souvent détectée dans la période néonatale et la période infantile. Ça s'appelle la maladie de Hirschsprung. C'est un nom un peu compliqué. C'est clairement pas un Africain. Mais c'est un savant qui a détecté une maladie d'origine neurologique qui provoque des constipations qui apparaissent dès la période néonatale. Et on a aussi d'autres causes comme la maladie cœliaque, la mucoviscidose. Bon, c'est plein de choses que je vais vous épargner. Et des causes extra-digestives aussi dont Dr Ismaël avait parlé, qu'on retrouve chez nous aussi. Donc, l'hypothyroïdie, le diabète, les troubles ioniques comme l'hypokaliémie. Et il y a des choses qu'on rate souvent, c'est les parasitoses intestinales. On recommande souvent de dépasser les enfants systématiquement dans les milieux tropicaux comme en Afrique de l'Ouest. Et il y a beaucoup de parents qui n'en voient pas la nécessité. Malheureusement, les parasites sont un peu et on ne peut pas vraiment contrôler leur ou pas dans les aliments ou dans le sol. Et parfois, il y a ce qu'on appelle une infestation massive. Et il y a même des cas où les parasites forment de gros paquets qui obstruent les intestins. Donc, voilà, de manière vraiment ramasser les grosses causes de constipation chez l'enfant. Ok, merci Ousha. J'ai une autre question. Est-ce que le lait de vache, d'accord, même si ce n'est pas dans le cadre d'une intolérance alimentaire, chez un nourrisson pourrait provoquer une constipation? C'est-à-dire que l'enfant n'est nourri qu'au lait de vache. Est-ce que ça pourrait le constiper? Oui, ça existe. Il y a des cas de constipation dû à une allergie au lait de vache. C'est-à-dire que l'enfant est allergique tout simplement aux produits laitiers d'origine qui viennent de la vache et il va développer comme signe une constipation secondaire à ça. Mais il y a aussi le fait que le lait de vache, parce que c'est du lait artificiel, n'est pas très bien digéré par l'enfant. Donc, l'enfant prend un peu plus de temps que si c'était du lait maternel à le digérer. Et même sans allergie, il va faire des selles qui sont un peu plus rares, un peu plus épaisses ou un peu plus... Et là, dans ce cas, il faut nécessairement faire une consultation auprès du pédiatre qui va, dans ce cas, soit changer le lait ou vous proposer une formule qui est adaptée au cas de l'enfant. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai lu tout à l'heure, il faut donc laisser la baguette de pain. Ifé, je te pose la question. Réponds-nous. Oui. Merci Ismaël. Merci. Tu vas en profiter pour nous dire alors quelles sont les mesures hygiéno-diététiques que tu recommandes en cas de constipation chronique. Oui, merci à vous deux. Merci Ismaël. Alors, comme on l'a remarqué, on le disait dans les causes de la constipation, l'alimentation a une bonne place dans les causes de la constipation. On a remarqué que même les personnes qui n'ont peut-être pas un long côlon, pardon, qui ne souffrent pas de diabète, qui ne souffrent pas forcément des maladies qui pourraient provoquer la constipation, il y a beaucoup d'individus qui souffrent de constipation parce que leur alimentation ne correspond pas à une alimentation qui pourrait favoriser une bonne évacuation des selles. Alors, la première chose sur laquelle je vais revenir, c'est déjà parler de l'importance des fibres dans l'alimentation. Les fibres, en fait, c'est ces éléments, en fait, qui n'apportent pas des calories, c'est des glucides qui n'ont pas d'apport calorique en termes d'énergie, mais qui sont des structures, en fait, qui ont des rôles très importants à jouer dans l'organisme. Je ne sais pas encore pourquoi on ne met pas les fibres comme vitamines dans les études, mais c'est vraiment, c'est vrai, je me pose toujours la question, mais c'est vraiment des structures qui ont des actions hyper importantes. Donc, on va retrouver ces fibres-là dans les céréales complètes, on va les retrouver dans les légumes, on va les retrouver dans les fruits et on va les retrouver dans les légumineuses.
légumineuses. Donc, nous aurons plusieurs sortes de fibres. Nous avons les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors, elles ont plusieurs effets. Elles ont un effet d'abord proximal, on va dire au niveau de l'estomac, où elles vont ralentir le transit du bol alimentaire dans l'estomac. Ensuite, dans l'intestin, elles vont permettre en fait une bonne évacuation des aliments consommés. Et dans le côlon aussi, elles ont leur importance parce qu'elles vont permettre une dilatation du côlon et permettre aussi une évacuation des selles à ce niveau-là. Donc, généralement, le matin, dans notre alimentation, nous aurons le pain matinal, habitude classique. Pain qui est fait de céréales non complètes. Donc, on va enlever tout ce qui est fibre dans la céréale. Je le disais la dernière fois dans une séance d'éducation nutritionnelle, la céréale complète, elle va contenir trois grandes couches. Donc, l'enveloppe, ce qu'on va appeler son, et le germe. Dans le son, on va retrouver les fibres. Mais pour avoir la farine blanche, c'est-à-dire le pain blanc que nous consommons généralement, on va enlever les fibres. Donc, on va enlever tout ce qui va permettre en fait d'éviter la constipation. Du coup, on va se retrouver à manger des céréales non complètes. Notre alimentation sera du riz et du pain. Et il est très facile en plus de consommer ça sans les légumes. Donc, on va se retrouver à manger du pain avec du beurre, de la mayonnaise, des protéines. On va faire du pain, on va mettre de la viande rouge dedans. On va manger très peu de légumes. Donc, du coup, ça va nous donner une alimentation, en fait, qui va ralentir le transit et qui ne va nous apporter ni de l'hydratation, ni des fibres. Donc, ce que ça va faire, c'est clairement ralentir le transit. À midi, on va manger du riz, qui sera peut-être gras. On ne va pas compléter les légumes. On va refuser de manger les légumes encore une fois. Donc, ce sera des protéines, peut-être de la viande rouge encore, du riz, de l'huile. On ne va pas faire attention à manger des légumes à côté. Et ce sera ça. Le soir, ce sera pareil. On va ajouter des sodas, de l'alcool. Tout ce qui va nous permettre finalement d'être constipés. Et quand on utilise ce régime alimentaire pendant 5 jours, 7 jours, on va finalement finir constipé. Donc, la première des choses, c'est baser son alimentation sur des céréales complètes. Avoir une alimentation qui va nous apporter des fruits, des légumes pour l'eau, mais aussi pour les fibres. Essayer de faire une activité sportive, c'est-à-dire pour avoir le mécanisme, activer le péristaltisme. Pardon, Idriss, aide-moi. le mouvement des muscles. Merci. Parce qu'en fait, dans les intestins, on a ces muscles-là qui vont favoriser la progression des selles. Et en fait, quand on fait une activité sportive, que ce soit la marche, une activité où on se dépense, ça va nous permettre d'évacuer en fait les selles plus facilement. L'hydratation. Je connais des personnes qui ne boivent même pas 1 litre d'eau par jour. C'est-à-dire que, c'est parfois qu'elles ont vraiment soif, qu'il fait chaud, que la gorge est sèche, qu'on va se rappeler que, en fait, je n'ai pas bu d'eau depuis le matin. Et ce sera peut-être un seul verre d'eau. Donc, on va mettre un focus très, très, très particulier sur l'eau. Donc, l'hydratation, minimum, on demande 6 à 8 verres d'eau de 33 centilitres, ça fait 331 verres bambou d'eau. Donc, 6 à 8, ça nous envoie 1,5 litre d'eau minimum pour avoir une bonne hydratation tout au long de la journée. Alors, pour l'alcool, selon certaines études, la consommation exagérée de l'alcool, oui, la consommation exagérée de l'alcool peut favoriser une constipation. Donc, on va ralentir quand même sur l'alcool aussi. Idriss n'est pas d'accord avec moi. Donc, tu n'as rien dit, mais je t'ai vu sourire. Bon, c'est une question que je viens de voir. Ok. Pour Yousha, elle va répondre après. Vas-y. Ok, je disais la consommation exagérée d'alcool peut favoriser une constipation. La consommation exagérée des viandes rouges aussi, c'est-à-dire que la viande rouge va ralentir le transit. Et je connais je ne vais pas dire que je connais des personnes, mais il y a tout plein de personnes qui vont manger des quantités importantes de viande rouge qui ne vont pas associer de légumes. La viande rouge, c'est la viande de mouton, la viande de bœuf, on va la manger avec du piment, de l'oignon. Il n'y aura pas du tout de légumes dans le plat. Le plat est très peu équilibré. Ça va se manger comme ça. Et pire, ça va se manger parfois avec du pain. Notre fameux tchotchonga qu'on aime bien manger
quand on va le manger crier comme ça, on va pas associer de bonnes quantités de légumes. Du coup, en fait, nos intestins vont se mettre à crier, ce qui est normal. Donc, quand on a fait une alimentation comme ça, on va se rabattre après sur les laxatifs. Mais non, les laxatifs, ça crée un autre problème. Ça va créer de la paresse intestinale cette fois-ci et ça va devenir addictif. C'est-à-dire que toutes les fois, après avoir mangé comme ça, toutes les fois, il va falloir évacuer, vous allez prendre des laxatifs et ça ne va pas aider, ça ne va pas résoudre le problème. Bien au contraire, ça va contribuer à compliquer les choses, ça va devenir toute une addiction. Je vais comparer ça un peu au somnifère. Ça va être vraiment une addiction et du coup, vous aurez recours en fait au laxatif à chaque fois qu'il faudra évacuer. C'est pas la solution, c'est pas la meilleure solution en fait pour lutter contre la constipation. Voilà. Donc pour résumer, céréales locales, j'insiste dessus. J'insiste dessus, céréales locales, mais céréales complètes, toutes les formes complètes. Légumes, c'est 5 portions. C'est 5 portions de fruits et légumes. Par exemple, on ne vous demande pas de manger tout un concombre entier à chaque fois. On ne vous demande pas de manger on ne vous demande pas de manger que des légumes non plus. C'est vraiment des portions et c'est pas inatteignable, quoi. Quand on connaît les portions, les légumes pèsent bien. Vraiment, c'est pas de grosses quantités. Donc, des légumes à chaque repas, manger équilibré. Sur la consommation d'alcool, faire attention à diminuer. Si on ne peut pas arrêter, boire suffisamment d'eau, pratiquer une activité sportive intéressante. Et voilà, c'est quand même pas très compliqué de lutter contre la constipation quand on connaît un peu les principes et qu'on essaie d'être discipliné. Voilà, voilà. Et tu l'as dit tout à l'heure. Alors, les fibres solubles, il faut faire un peu attention avec les fibres solubles. Chez les patients qui ont des ballonnements, qui ont des constipations, enfin, une constipation avec des ballonnements, il faut faire attention avec les fibres solubles. Parce que au contact, c'est des aliments qui sont fermentescibles. Donc, au contact des bactéries, des micro-organismes au niveau de l'intestin peuvent se fermenter et augmenter les ballonnements. Donc, il faut peut-être les introduire au fur et à mesure et progressivement, ne pas prendre de grandes quantités tout d'un coup si vous avez des ballonnements associés, bien sûr, à la constipation. Il y a une question. Apparemment, il y a les femmes qui sont plus touchées. Bon, alors, qu'est-ce qui explique cela? J'ai peut-être quelques éléments de réponse. Chez la femme, peut-être qui, avec la grossesse par exemple, il y a une pression mécanique exercée par le fœtus. Et il y a autre chose aussi, quand on prend le groupe, il fait là si bien tout à l'heure, le groupe des constipations fonctionnelles, parce que c'est ça, c'est ce qu'on rencontre la plupart du temps. C'est la constipation fonctionnelle. Et il y a le syndrome de l'intestin irritable qui touche plus les femmes. On en a parlé la dernière fois, le syndrome de l'intestin irritable qui est une maladie, disons, multi-maladie, ce qui est plutôt multifactoriel. Et il fait, Yehousha l'a dit tout à l'heure, elle a parlé du stress, c'est très important. Tout ça, ça influence. Et c'est peut-être pour ça qu'on remarque peut-être qu'il y a plus de femmes constipées que d'autres. Mais est-ce qu'il y en a vraiment les chiffres? Moi, je n'ai pas de chiffres par rapport à ça. Est-ce que ça dit finalement que les femmes sont plus stressées que vous les hommes? Ah bon? Bon, un peu quand même. Oui. Je dirais oui, disons. Oui, je crois, hein, je crois. Parce que l'homme, disons, il essaie de résister longtemps quand même. Il essaie de résister longtemps. Et la femme aussi, on lui confie beaucoup de choses, si tu veux. La femme a beaucoup de choses qu'elle doit gérer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, parfois, c'est pour ça, justement, quand on fait nos lives et on recommande à nos hommes d'aider les épouses, surtout quand il y a des enfants, de les aider. C'est pour ça qu'on recommande tout ça aux hommes. On leur demande cela pour essayer de soulager un peu les femmes. Voilà. Sinon, quand c'est stress, on est tout exposé. Hein. Yehousha, est-ce que le chocolat constipe? Ça c'est pas moi, hein. C'est Dr. Gwedi qui te pose la question. Dr. Gwedi, merci beaucoup pour l'excellente question. D'abord, je tiens à préciser que le chocolat est un excellent aliment. Qui comporte beaucoup de fibres. Exactement. Mais comme toute chose, c'est nuit. Donc, même si le chocolat est très bien,
il est riche en fibres, il est riche en magnésium, il est riche en antioxydants, en flavonoïdes, il a plein d'effets sur le système cardiovasculaire, neurologique, etc. Mais comme c'est pas le sujet, je vais répondre à la question. On parle de quel chocolat là? Le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc? Le chocolat noir, comme 70% de cacao. D'accord, merci. Pas tous les chocolats. C'est pas tous les chocolats non plus. Pas tous les chocolats. Donc, il faut faire attention quand même parce que même si le chocolat est bon pour la santé, la quantité de sucre qu'il apporte, si on finit par exemple une tasse de chocolat tous les jours, ça pose problème. Ça pose un problème. Donc, dans tous les cas, il faut rester équilibré. Et c'est pas que le chocolat, hein, toutes les pâtisseries, les confiseries, tout ce qui est sucré de base, ça déséquilibre non seulement l'alimentation, mais aussi la flore intestinale et ça permet. Voilà. Ok. Donc, alors, Ousha, j'ai répondu. C'est bon? Je veux? Oui, bien sûr. Alors, Ousha, moi particulièrement, vis-à-vis de la constipation des enfants, j'ai vécu une expérience un peu traumatisante quand même avec ma fille. On venait d'aménager à Cotonou. On a quitté Porto-Novo pour Cotonou, donc on avait de nouvelles habitudes à prendre. Elle a commencé une nouvelle cantine scolaire, une école dans laquelle il y avait beaucoup d'aliments à base de blé. Donc, subitement, ma fille qui allait au sel presque tous les jours, je l'ai vue aller au sel une fois tous les 3 jours et c'était très difficile. C'est-à-dire, limite, elle passait 10 à 15 minutes, elle pleurait avant d'évacuer les selles. C'était dur, c'était difficile. Et à un moment donné, même sa mémé m'a dit, bah, en fait, il faut qu'on aille à l'hôpital parce que moi, je comprends plus. Et j'étais perdue, je me disais, à quel moment est-ce que la fille d'une nutritionniste souffre de constipation? Moi, est-ce que je pourrais dire ça et être légitime, tu vois? Donc, mais j'étais vraiment perdue. Et puis, enfin, j'ai pris le menu de l'école et je me suis rendu compte, en fait, que le matin, il y avait du pain avec le fameux Milo. Les goûters, c'était des Dokos. Il y avait des biscuits. Et j'avoue, quand on était à Porto-Novo, dans son école, par contre, je n'avais pas ça. J'avais pas cette alimentation-là. Il y avait beaucoup de plats à base de pâtes. Donc, il y avait du riz, il y avait des pâtes alimentaires. Il n'y avait pas de légumes, en fait, finalement, dans son alimentation. Et j'étais inquiète. J'avoue qu'à un moment donné, elle avait même de la plaie au niveau des fesses. En tout cas, à force de forcer pour évacuer. Et je me suis demandé, il faut que je règle ça à mon niveau ou il faut que j'aille à l'hôpital. Alors, dis-moi, à quel moment est-ce que c'est urgent d'aller à l'hôpital quand il s'agit de constipation chez les enfants? Quand est-ce qu'il faut faire le pas? Quels sont les signes annonciateurs de l'urgence? Enfin, non, là, vraiment, aller à l'hôpital, c'est le cas extrême. Mais quand est-ce qu'il faut courir et aller à l'hôpital? Mais j'ai résolu mon problème et rassurez-vous, j'ai résolu. Ne me tirez pas les oreilles. Okay. Ben, c'est une belle question parce que beaucoup de parents sont inquiets et ils ne savent pas quand c'est grave ou quand est-ce qu'on peut temporiser. La question est par contre, ce sont les complications de la constipation. Et les complications les plus fréquentes, ce sont les fissures anales, parfois même. Et ça fait très mal. Je ne sais pas si enfin, ceux qui ont déjà vécu ça savent que ça fait très mal. Et donc, pour un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, qui n'est pas responsable et qui a de telles douleurs, c'est insupportable et il va se retenir encore plus, ce qui va aggraver la constipation. Donc, les signes d'alarme, ce sera toutes les complications. Donc, le fécalome. Le fécalome, c'est comme une tumeur de caca. C'est un vilain mot, mais c'est comme pour dire un gros ramassis de caca qui forme un gros bouchon et qui empêche d'évacuer. Donc, il y a ça, il y a les déchirures. Et il y a aussi d'autres signes qu'on appelle les signes d'occlusion. On parle d'occlusion quand il y a un arrêt de la progression telle, un arrêt du transit de manière. Donc, c'est un enfant qui va être ballonné, qui va se mettre à vomir,
qui va être complètement fatigué, qui va avoir très... Vous avez un enfant comme ça, n'attendez pas à emmener-le directement à l'hôpital. Ou alors, il y a des vomissements qui sont répétés, associés à des douleurs à l'hôpital ou des signes de déshydratation, l'enfant a soif, il est fatigué, emmenez-le à l'hôpital. Il y a autre chose aussi que j'avais oublié de dire, c'est que dans ce qu'on appelle les causes organiques, il y a d'autres signes qui sont associés souvent aux constipations. Et chez l'enfant, ces autres signes vont vous alarmer par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui se passe pas normal. Mon enfant est souvent constipé, il ne grandit pas, il ne prend pas du poids. Je n'attends pas avant de l'emmener à l'hôpital. Je l'emmène directement voir un pédiatre ou un médecin généraliste ou mieux un hépatogastro-entérologue pour une bonne prise en charge. Donc, voilà pour les signes d'alarme et pour quand il faut aller à l'hôpital. Sinon, de manière générale, dès que votre enfant est constipé et que vous n'avez pas réussi à détecter quelle était la cause, chez toi, c'était plutôt facile. Tu as su que c'était la cause. Mais des fois, c'est difficile, notamment chez les nouveau-nés et les nourrissons. Il ne faut pas attendre de chercher des solutions de débrouillage. Il vaut mieux prendre l'avis d'un médecin ou d'un pédiatre pour avoir très vite la cause ou au moins pour être rassuré qu'il n'y a pas de terrain sous-jacent qui soit grave, cause organique, on a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Usha. Moi, j'ai su parce que de sa naissance jusqu'à ce déménagement-là, il n'y avait aucun problème. Donc, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, ça ne peut pas être tout de suite, ça ne peut pas être aussi brutal. Donc, je dirais aux parents, je vais enclencher sur les conseils directement. Si vous souffrez vous-même de constipation, il y a un exercice simple que vous pouvez faire. Vous pouvez tenir un journal alimentaire. C'est-à-dire, vous écrivez pendant une semaine tout ce que vous mangez. Donc, on l'appelle journal alimentaire en nutrition. Vous écrivez les heures de repas, les repas, les quantités. Et en fait, vous les écrivez juste chaque soir comme ça. Et au bout d'une semaine, vous regardez en fait votre alimentation sur toute la semaine pour voir en fait quel type d'aliments vous mangez fréquemment, quelle est la quantité, comment vous mangez. Ça vous donne vraiment une idée, enfin de vous à vous, quoi, pour vous dire, bon, ok, gars, ce que tu fais là, c'est pas normal. Tu peux pas manger, par exemple, du pain et du riz toute la semaine, quoi, sans légumes. Il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais pas d'activité sportive, tu peux te dire, bon, maintenant, je vais faire de l'activité sportive. Si on s'hydrate pas bien, on fait des efforts progressifs, hein. On va pas demander à quelqu'un de quitter 500 millilitres pour aller directement à 2 litres. S'il peut déjà faire 750, 1 litre après, essayer de mettre, comme je dis souvent, du citron, du gingembre, quelque chose pour améliorer le goût de l'eau, pour le rendre un peu plus intéressant, s'habituer à mieux boire, marcher peut-être, je sais pas, 2-3 kilomètres, même une fois par semaine, alors qu'il n'en faisait pas, c'est des efforts. Donc, faire tout ça à petits coups pour pouvoir prendre le rythme et essayer de finir avec la constipation, ce serait vraiment intéressant. J'ai une question pour toi, Idriss. Ismaël, pardon. Je dis Idriss. Dès le début. Il faut qu'on te punisse. Quel Idriss te perturbe, te tourmente. En fait, tu sais ce qui me pose problème. Tu mets docteur IS, c'est docteur Ismaël, d'accord? Je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne. Il lit Idriss. Il lit Idriss Ismaël. Pardon. C'est pas ma faute. Non, tu nous diras après hors antenne quel Idriss te tourmente. Hors antenne. Tu nous diras après. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est hors live, tu nous diras après. D'accord, on gère ça à deux. Alors, les gens disent généralement que la constipation ou, je pense, les hémorroïdes douloureuses ont des impacts sur, je ne veux pas dire, ont des impacts sur le fonctionnement sexuel, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prouvé? Sur la virilité, le fonctionnement sexuel, chez les hommes notamment. Est-ce que c'est vrai? Non? Non. Non? Non. La constipation entretient la maladie hémorroïdaire. Ça, oui, oui, ça c'est clair. Mais rapport avec des troubles, avec des troubles érectiles. Oui, érectiles. Non. Par contre, si vous souffrez, il y a souvent des associations. Quand le patient a
est constipé et ça dans le cadre des troubles fonctionnels intestinaux, effectivement, ça peut arriver parce que les troubles fonctionnels intestinaux, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a du stress, il y a une entité psychologique. Donc, effectivement, on peut avoir une baisse de la libido avec des troubles érectiles. Tout ça, ça dans le cadre. Parce qu'il y a un fond de stress aussi. Rien que le stress, déjà, ça peut vous faire perdre. Voilà. Ça peut entraîner des allergies, de la dysfonction érectile. Mais pas lié à la maladie hémorroïdaire. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Et tu as bien fait de le souligner tout à l'heure quand tu as parlé de journal alimentaire. C'est très important. Et même quand je fais des lives avec Naomi, on ne fait pas de le dire parce que tout ce qui est, que ce soit le reflux gastro-œsophagien, que ce soit la constipation, vraiment, il faut tenir un journal alimentaire. Ça vous permettra d'identifier les médicaments susceptibles de provoquer ces symptômes-là. Parce que le médecin va vous poser 10 000 questions et il faut toujours l'orienter. Et souvent, quand on recommande, quand on prescrit un régime en griffe, c'est rarement pour vous dire arrêtez ci, arrêtez ça, arrêtez ci, arrêtez ça. Parfois, c'est compliqué aux patients. Tu viens de dire juste d'arrêter, mais tu ne dis pas ce qu'il peut prendre. Et il faut pouvoir trouver dans son alimentation ce qu'il prend le plus souvent qui entraîne tel symptôme et qu'il puisse réduire et changer, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter, mais pouvoir changer et lui proposer autre chose à cette place-là. Donc, c'est très important, le journal alimentaire. Si vous avez des troubles digestifs, je vais dire en général, faites ces exercices-là, ayez un journal alimentaire, notez à chaque fois que vous mangez. Il y a des personnes qui vous disent déjà, quand je mange tel, j'ai telle chose. Là, le médecin, il est tranquille parce que tu me donnes toutes les informations. Il sait maintenant dans quel cadre te mettre et mieux te prendre en charge. Oui. C'est ça. Ok, avant, je vois une question. L'hydratation est-elle importante? L'eau est-elle la boisson la plus importante? Si tel n'est pas le cas, pourquoi la recommandons-nous autant? Donc, je pense qu'on a répondu un peu déjà à la question, mais juste pour préciser, quand on dit hydrater, ça veut déjà de base apporter de l'eau. Donc, quelle est la boisson hydratante par excellence? C'est l'eau, parce que hydrater... Pas la bière, hein? Il faut préciser, pas la bière. Hein? Pas la bière. L'alcool, c'est pas de l'eau. Donc, oui, l'hydratation, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. On répète ça encore une fois. Et comme on parle d'hydratation, je vais profiter en même temps et demander à Ife quels sont les aliments qu'on doit éviter quand on est constipé ou quand on a tendance à être constipé. Ok. Alors, les aliments qui vont être évités, c'est déjà les céréales non complètes. J'entends pas céréales non complètes, le riz blanc, le pain blanc, même l'acassa, par exemple. Au Bénin, l'acassa, c'est une céréale, c'est un produit dérivé de céréales non complètes. On a autre chose qu'on appelle souvent l'io ici. C'est une forme d'acassa recuisinée d'une autre façon. On a la farine de lafou, c'est-à-dire tous les produits qui seront transformés, tous les produits qui seront obtenus à base de céréales non complètes sont à limiter, c'est-à-dire sont vraiment à éviter en cas de constipation. La viande rouge, les viandes rouges en général, donc la viande de mouton, de bœuf, etc., sont vraiment à limiter en cas de constipation. Alors, tout ce qui va être, j'ai déjà dit céréales non complètes, la viande rouge, on va limiter l'alcool, beaucoup. On va limiter les sodas aussi, beaucoup. On va éviter les légumes crus, très crus. Le chou, par exemple, on va le limiter. Oui, on va limiter le chou cru. On va limiter, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, les céréales, quand je parle de céréales non complètes, ce qui va être, pardon, je vais citer cornflakes, céréales industrialisées, les fast-food, enfin, tout ce qui va être blé, friand, etc., gâteaux, produits céréaliers à base de céréales de blé blanc. On va les éviter. Voilà, en résumé. Voilà.
Ok. Merci beaucoup pour les belles réponses. Et est-ce qu'il y a d'autres mesures que tu voudrais compléter? On n'a pas parlé. En dehors de l'alimentation. En dehors de l'alimentation, j'ai parlé de la pratique d'une activité sportive régulière. J'ai parlé de l'hydratation. J'ai parlé d'une alimentation. Enfin, je reviens encore à l'alimentation. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Ok, merci. Alors, Yehousha, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ismaël. T'as vu ça? Oui. Il a voulu cacher ça. Il nous a pas dit. T'as vu? C'est son anniversaire aujourd'hui. On a fini le live déjà? Je sais pas. C'est à ton niveau. Donc, on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Un très joyeux anniversaire, docteur Ismaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yehousha. Merci, Ife. C'est toujours un plaisir de faire des lives avec vous. C'est toujours des lives très instructifs. Merci à vous. Et d'être toujours spontané et très engagé. Je dis dans la lutte contre l'ignorance et la maladie. Merci. Alors, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, question. Ouais. Mon enfant de 2 ans boit beaucoup, mange les légumes, pourtant, n'empêche, il est tout le temps constipé. Du coup, je ne sais plus comment me prendre. Alors, c'est Madame Philo. Madame Philo, est-ce que vous avez consulté un médecin? Est-ce que quelqu'un a examiné votre enfant? Et quand vous dites il mange beaucoup de légumes, il mange quelle quantité de légumes? Il mange combien de fois de légumes par jour ou par semaine de manière générale? Et est-ce qu'il a d'autres symptômes qui sont associés? Bon, ça, il vaut mieux en discuter avec un médecin. D'autres éléments pour savoir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. J'espère que vous avez répondu à votre question. On n'a pas assez d'éléments pour vous dire qu'est-ce qu'il faut changer, tout ça. Je pense qu'elle a complété. Elle a complété. Yehousha. Alors, je lui donne du Fala pour ça et je ne veux pas dépendre des médocs. C'est vraiment une constipation chronique. J'ai besoin de conseils pratiques. Ok, ben comme on avait dit tout à l'heure, hein, les conseils pratiques essentiellement, c'est l'alimentation. Donc, comme Ife l'a dit, ce serait important avec votre enfant de tenir un journal de nutrition, un journal alimentaire. Quelle quantité il prend, à quelle fréquence, tout ça. Oui. Et aussi, il y a quelque chose que j'avais oublié, c'est quel est son comportement au moment de la défécation. Si systématiquement, il se retient, même s'il mange bien et qu'il a pris l'habitude par peur de retenir les selles, il va développer une constipation chronique. Il y a eu justement un enfant comme ça, il y a 2 semaines qui a eu un événement traumatisant à 2 ans et depuis 1 an, il refuse historiquement d'aller sur le pot ou d'aller aux toilettes. Donc, cet enfant, par exemple, a une très bonne alimentation. On fait le point avec sa maman. Et malgré ça, lui-même, il refuse d'aller à la scène. Donc, il y a des comportements comme ça qui peuvent empêcher, qui peuvent entretenir la constipation. En dehors de ça, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les causes affectives. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Comment ça se passe à l'école? Est-ce qu'il est stressé? Il a peur? Et est-ce qu'il y a des choses qui l'ont marqué? Il faut vraiment faire le point. Ce n'est pas quelque chose qu'on va discuter comme ça en plein live. Et un autre point que je peux compléter, c'est de lui réapprendre faire ce qu'on appelle une rééducation à la défense. Donc, lui réapprendre les bonnes de la défense. Oui. Il faut l'amener régulièrement aux toilettes, dans la douceur, sans le
Forcé. parce que ça va lui faire encore plus peur et lui faire redouter encore. Et Encore plus. je Oui. vais laisser Dr. Ismaël, qui est un spécialiste de la défécation, nous donner. De la défécation. Yousha, merci quand même. Merci. Merci. On ne te rate pas. Hein. Merci, c'est très gentil. Non, mais ce que moi j'ai remarqué, surtout chez les enfants, c'est la cantine. La cantine en aime beaucoup. Oui. La cantine en aime beaucoup. Et la plupart des enfants que je vois qui ont des troubles digestifs, je vais dire que ce soit constipation ou des douleurs abdominales, c'est très souvent ce qu'ils mangent hors de la maison. Oui. C'est très souvent ce qu'ils mangent hors de la maison. Donc, ce qu'ils mangent le matin pendant la récréation et ceux qui restent souvent, parce que la plupart du temps, ils restent tous à la cantine à midi, ceux qui mangent aussi à la cantine, vous n'avez aucun contrôle sur ça. C'est clair. Ça aussi, ça influence. Et il faut aussi voir les toilettes à l'école. Est-ce que c'est les toilettes qui sont assez salubres et tout pour que l'enfant, parce que parfois l'enfant y va, même les adultes, même pas l'enfant, même les adultes, même quand tu vas dans certaines toilettes et que tu vois, tu n'as même pas envie, l'envie passe en même temps, tu ne restes plus. Donc, quand tu me fais spécialiste de la défécation, voilà un peu quelques explications. Donc, l'enfant, même la personne n'arrive plus et même quand tu retournes chez toi, tu n'as même plus cette envie-là. Donc, ce qui fait que tu as l'essai qui s'accumule et tout. Donc, voilà. Et il faut vraiment, par rapport à l'enfant, voir ce qu'il mange hors de la maison. Et je pense, elle dit que l'enfant souffre et pleure. S'il pleure, il faut voir s'il n'y a pas une fissure aussi. Parce que s'il y a une fissure, il aura peur d'aller à la selle. Parce qu'il va craindre à chaque fois la douleur. Donc, il faut voir, il y a un traitement pour la fissure à part, qui est, disons, différent du traitement de la constipation, même s'il faut mettre des médicaments pour la constipation. Donc, il faut vraiment le faire voir par un médecin. C'est ce que moi, je recommande au moins pour savoir est-ce qu'il y a une fissure ou pas. Et ce qui me permet aussi de pouvoir faire le point par rapport au signe d'alarme chez l'adulte. On a parlé de l'enfant. Mais l'adulte, bon, Yahusha a déjà pointé le décor, je vais dire tout ce qui est obstruction mécanique. Donc, tu as parlé de l'occlusion. Donc, si vous avez une constipation, c'est-à-dire un arrêt des matières et des gaz, donc plus de gaz, des douleurs abdominales violentes et que vous vomissez, donc il faut consulter. Et deuxième chose chez l'adulte, c'est la hantise du cancer du côlon, colorectal. Donc, si vous voyez du sang dans les selles, attention, c'est pas toujours les hémorroïdes qui donnent du sang. Parce qu'on pense que bon, c'est que des hémorroïdes, c'est pas que les hémorroïdes, surtout si vous êtes âgé de au moins de 40 ans. Donc, n'hésitez pas à consulter si quelqu'un fait des examens pour être un peu plus rassuré. Donc, s'il y a du sang, ou bien si vous remarquez qu'il y a un amaigrissement inhabituel ou bien une fatigue inhabituelle, n'hésitez pas, c'est peut-être pas que de la constipation. Consultez et puis voilà. Sinon, le message ce soir, c'est beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, donc une bonne hydratation et activité physique régulière. Retenez tout de ce qu'on a dit ce soir. Retenez que ça. Clairement. Et en parlant même des fibres, tu sais, il y a des laxatifs qui sont faits à base de fibres. Donc, bien sûr. À combien de fois les fibres sont assez importantes. Oui, clairement. Clairement, les laboratoires vont synthétiser en fait des laxatifs, vont les mettre dans des gélules et vont les proposer aux personnes qui souffrent de constipation pour les aider justement à évacuer. Parce qu'il y a vraiment des personnes, tu as beau chanter les mérites des légumes, mais je promets, je rencontre des personnes, c'est pour ça que parfois je dis toujours, quand vous éduquez les enfants à mieux manger, à manger des fruits, des légumes dès l'enfance, vous diminuez ma charge mentale en fait. Mais c'est sérieux. Oui, parce qu'en fait, finalement, dans le traitement des MNT, quand je prends le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, à une certaine étape, enfin, c'est incontournable en fait. Finalement, je viens toujours au conseil, ramener plus de fibres et de légumes dans l'alimentation parce que le potassium, le magnésium, tout ce qui va faire en sorte que les taux soient un peu régulés. Même quand je parle de l'hypercholestérolémie, je vais toujours revenir en fait aux fibres, à des portions correctes de fruits et de légumes. Donc, quand maman, papa, dans leur alimentation, on fait ça,
J'ai clairement moins de problèmes, en fait. J'ai clairement moins de problèmes. Donc, c'est hyper important. Voilà. On prend une dernière question et puis ferme la session. Il y a une dernière question, je crois. Une question tardive. Le docteur Fénon. Est-ce que la consommation de fruits avant le repas impacte la digestion et aussi la constipation? Est-ce que la consommation de fruits avant le repas proprement dit, est-ce que ça impacte la digestion et aussi la constipation? Alors, Oui, je pense, oui. vas-y. Est-ce que ça facilite plutôt la digestion? C'est peut-être ça la question. Je pense Mais que c'est le moment, que c'est mieux Le avant. moment, avant, avant. oui, avant. Je pense que on est tous unanimes. Les fruits, c'est avant le repas. Il fait? Ah, non, ou bien, Non, non. Alors, moi j'ai pour habitude de dire que le fruit, je n'ai pas de principe de base pour le placement du fruit. Moi, la consommation du fruit, je le décale complètement. C'est-à-dire que je ne le mets pas juste avant le repas, je ne le mets pas juste après le repas, je l'écarte. Parce que pour moi, si j'ai faim, oui, je le mets juste en encas, bien au niveau des goûters, entre le déjeuner et le dîner. C'est-à-dire pour moi, en tant que nutritionniste, l'important pour moi, c'est que le fruit soit mangé au cours de la journée. Première information. Les personnes vont vouloir manger le fruit pour diminuer en fait la quantité d'aliments finalement qu'ils vont manger. Mais parfois, ils se font prendre au piège parce qu'après, ils vont dépasser en fait la satiété. Quand ils n'arrivent pas à le faire, ils vont quand même manger tout le repas, manger le fruit quand même avant le repas et manger aussi tout le repas. Donc, ce que moi je conseille, c'est de manger le repas équilibré tel qu'il est, avec des légumes, les féculents, les protéines, les légumes, les lipides un peu disséminés partout là. Manger le repas équilibré et décaler le fruit. C'est tout. Donc, le fruit va apporter des fibres, ça va nous faciliter la digestion à cause de l'eau, les fibres, etc. Mais est-ce que c'est le fruit qui va avoir, enfin, est-ce que c'est la consommation du fruit avant le repas qui va faciliter la digestion? non, Non. non. Voilà. Tu vois, est-ce que c'est le moment de la consommation du fruit? Parce que j'ai pris le temps de relire la question, en fait. Est-ce que c'est la consommation du fruit avant le repas qui va faciliter la digestion? Je ne pense pas. Elle a précisé, elle a dit généralement, on est Mhm. habitué aux fruits à la fin du repas et j'ai lu Oui. dans les 15 minutes avant le repas. Alors, En fait, oui, dis-moi, Ismaël. je pense que disons que les scientifiques sont un peu partagés par rapport à ça. Et il y a la stratégie que tu adoptes là, parce que il faut avoir les trois principaux repas, si tu veux. Oui. C'est pas ce qu'on faut de les faire. Les trois principaux repas. Et Oui, bien entre les sûr. repas, vous avez forcément peut-être de petites faims et tout. Des creux, Et c'est oui, là que vous allez introduire les exactement. fruits. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez faire, il y a l'autre école aussi qui recommande les fruits avant les repas, c'est-à-dire qu'à table, vous prenez le fruit, juste, et puis après, peu de temps après, vous consommez le repas. Mais ça ne change pas, comme tu l'as dit, ça ne change pas, comment je vais dire, ça n'augmente pas, Le comment facteur de digestion, le genre, facteur de une p-value sur digestion, la digestion. oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais ce qui est sûr, après le repas, c'est pas bien. Oui, oui, clairement, parce que tu sais, après le repas, on peut déjà prendre l'entrée. Comme on dit, généralement, il y a des familles dans lesquelles il y a toujours une entrée. Vous prenez déjà l'entrée, vous prenez le plat de résistance, vous avez le jus d'orange ou les sodas et vous avez encore le fruit. C'est vrai que ça fait too much après. Oui. Vous pouvez attendre peut-être 1 à 2 heures après ce repas-là et prendre votre fruit, mais pas juste après le repas. Oui, 1 à 2 heures quand on a faim. C'est ça aussi, Oui, bien sûr. pour respecter Pas les qu'on a signes demandé d'hygiène. non plus. Hein. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'après, tu sais, il y a des personnes qui ont parfois une faim mentale. En fait, c'est plus une envie qu'une faim réelle. Parce que moi, je dis toujours, la faim, c'est les crampes. Quand tu as faim, tu le sais.
Quand tu as vraiment faim, tu sais. Tu as des crampes, ça fait mal. Enfin, tu as faim. Mais en fait, tu es là, tu fais rien. Tu as juste envie de manger. Il y a une mangue, une banane. Ça nous arrive à tous, hein. Même moi qui en parle, ça m'arrive. Il y a une banane bien jaune qui me fait les yeux doux là. Je la regarde une fois, je laisse, je la regarde deux fois. La troisième fois, je vais, je prends la je mange. Ça peut arriver, tu vois. Mais il faut juste pas que dans la fréquence, ce soit trop répétitif, c'est tout. Ouais. Parlant de la banane, c'est un fruit qu'il faut bien mastiquer. J'ai oublié de dire, pour la constipation aussi, il faut prendre le temps de mâcher les aliments. C'est très, très important. Donc, en fait, on ne mâche pas, hein. Et puis, généralement, on va manger aussi devant les écrans, que ce soit le riz, la pâte, nos aliments, on va juste les avaler. Donc, c'est important de réapprendre, de faire attention à la mastication, de manger vraiment, de mâcher, c'est ça. De pas juste avaler, de mâcher les aliments avant de les avaler aussi. C'est important aussi dans la constipation. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Joyeux anniversaire! Merci. Joyeux anniversaire, Dr. Idriss. Je vous invite, on va couper le gâteau. Je vous invite, on va couper le gâteau. Ah, donne l'adresse, on vient tout de suite. On vient tout de suite. Je vous Même envoie moi, je viens. tout de suite. Ok. Bon, merci beaucoup. Une fois de plus, merci pour tout. Yehusha, Olivier, et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont participé, contribué à ce live. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Prenez Oui, soin mais de il y a vous. quelque chose que j'ai fait exprès. Je l'ai appelé Dr. Idriss, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Il fait, on n'a pas fini, tu nous diras. Le Je vais Idriss, te nommer. le Je vais te Idriss, nommer Dr. Idriss. Tu vas mettre I devant tu le vas D. nous dire ça. Idriss. Tu vas mettre I. C'est ça, il manque I. Idriss Maël. Idriss Maël Hassani. Je t'ai C'est beau. dit qu'il y a un autre Idriss. Tu vas nous dire tout à l'heure. Affaire à suivre. Et moi, Yosa, si elle me dit, je te dirai. T'inquiète même pas. tu peux que ça. Allez, bonne soirée à tous. Et Bye bye. ciao, ciao. Merci beaucoup.